Bonjour, nous sommes ravis de vous recevoir dans À la barre, l'interview hebdomadaire avec Fabrice Divisio. Cette semaine, on reçoit Marie-Estelle Dupont. Marie-Estelle Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue. Alors, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter en quelques mots pour connaître un peu votre parcours et de quoi vous êtes exactement spécialiste, puisqu'on vous a surtout vu sur les plateaux télé ces dernières semaines? Bien sûr, alors j'ai 38 ans et après un bac littéraire à Henri IV, je voulais depuis longtemps faire des études de psychologie, donc j'ai passé le concours de l'école des psychologues praticiens. Après une hésitation entre médecine pour être psychiatre et puis en fait je ne voulais pas prescrire de médicaments, je voulais vraiment accompagner et faire des psychothérapies par la parole. Et puis après avoir regardé aussi la formation des médecins, j'ai trouvé qu'il y avait autant qu'une formation, à certains endroits une déformation à tout ce qui était relations humaines et cliniques. Donc je n'ai pas voulu m'enfermer là-dedans, j'ai pensé que ça ne me correspondait pas et que j'allais en souffrir. Donc je suis sortie en 2006 de l'école des psychologues praticiens avec une spécialité en psychopathologie. J'ai travaillé à la PHP et dans différents centres de santé privés. Et puis finalement, mon activité libérale a pris trop de place, donc j'ai démissionné de la PHP où j'étais en psychiatrie génétique et en ophtalmologie. J'accompagnais des patients atteints de rétinopathie. Et donc ça fait 14 ans, presque 15, que je suis en libéral et par ailleurs, j'ai 3 enfants. Et du coup, démission de la PHP, vous avez ça en commun avec Fabrice Divisio. En fait, la question de la PHP, effectivement, qui m'intéresse, c'est vous avez démissionné de la PHP. Que n'y avez-vous pas trouvé à la PHP? La PHP, c'est intéressant parce qu'on en parle beaucoup de la PHP en ce moment. Que n'y avez-vous pas trouvé à la PHP? Alors, d'abord, j'y ai trouvé des choses. J'ai été à l'INSERM, en unité de recherche, j'ai appris beaucoup de choses en termes de méthodologie. Avec les patients qui avaient des pathologies rétiniennes, c'était aussi très enrichissant. En psychiatrie, où j'étais à la fois en unité fermée, avec des gens qui sortaient de prison ou des gens qui avaient des injonctions thérapeutiques, et en unité semi-ouverte, donc à la demande, hospitalisation à la demande d'un tiers. Ce qui m'a manqué vraiment, c'était le lien humain avec le patient. En fait, j'avais l'impression qu'on traitait des symptômes, qu'on ne traitait pas des personnes. Et moi, j'ai une vision très holistique de la santé humaine, à la fois de sa compris psyché, dans une spécialité comme la de son vôtre. environnement et de son corps. Et j'avais le sentiment qu'on biologisait en permanence l'âme, alors que c'était dans sa psyché que le patient pouvait trouver des ressources contre sa pathologie, que ce soit un trouble bipolaire, que ce soit une phobie, une obsession. Donc finalement, les ressources dans lesquelles on pouvait puiser pour aider le patient à surmonter sa pathologie, on n'avait pas trop le droit de s'en servir. En tout cas, c'est le sentiment que j'avais. Voilà. Et alors, si je prolonge un peu le parcours, vous vous installez en libéral de manière complète, pour le coup. Qui sont vos patients? On vient vous voir pourquoi? En fait, en libéral, on a des patients qui viennent de tous horizons. Alors, comme moi, j'ai travaillé avec des adolescents avant de travailler avec des adultes en psychiatrie. Des généralistes m'ont adressé des patients adolescents. J'ai omis de dire que j'avais fait un DU de neuropsychologie des démences. Donc j'ai aussi des personnes âgées qui ont des dégénérescences cérébrales. Mais la grande majorité de mes patients ont entre 22 et 50 ans. Donc jeunes adultes et adultes, voilà, qui viennent beaucoup pour des problématiques relationnelles, séparation, conflits au travail, etc. Parfois pour des troubles de la personnalité avérés, des adolescents qui ont des profils un peu borderline et dont les parents s'inquiètent des addictions, par exemple. Donc c'est assez varié en libéral, voilà. J'ai aussi quelques enfants. Alors les enfants, c'est en général dans le cadre d'une séparation des parents et beaucoup de victimes d'inceste, malheureusement. Voilà, j'en ai parlé, vous avez pu m'entendre sur des plateaux télé parler de l'inceste parce que malheureusement c'est une problématique à laquelle j'ai souvent affaire. Et ce qui m'amène à une question qui va doucement nous amener vers l'actualité, mais avant d'y arriver de plein pied, j'avais envie de vous demander, vous qui êtes une experte finalement, l'experte de l'âme, l'experte de la psyché, comment allaient les Français avant la crise? Comment allaient vos patients? Qu'est-ce que vous sentiez chez eux? On va parler de la crise beaucoup, mais je voudrais vraiment qu'on prenne le temps de revenir un peu en arrière et de se demander, au fond, comment vont les Français? Oui, alors, vous voyez ce que j'avais observé à la PHP, et je vais faire justement le lien avec votre question, c'était qu'il y avait encore un trop grand dualisme et un trop grand clivage entre le corps et l'esprit. Et y compris les maladies psychiatriques étaient trop souvent ramenées à de la pure génétique et de la pure biologie, avec une prise en compte finalement pas de la globalité de l'individu, mais plutôt de ses déterminismes génétiques. Et ce que j'observais chez les patients avant la crise du Covid, c'était justement une difficulté à s'appréhender dans leur globalité
dans la globalité de leurs conditions humaines, c'est-à-dire d'un être qui a besoin d'interaction affective pour aller bien, et des êtres qui étaient souvent en proie à des conflits, non seulement avec leurs désirs, mais avec leurs besoins alimentaires. C'est difficile d'admettre, dans la société dans laquelle on était juste avant le Covid, qu'on a des besoins d'affect, des besoins de repos et de répit. Et j'ai eu le sentiment que le Covid venait crever une espèce de bulle dans laquelle on était, une espèce d'illusion un peu de toute puissance, qu'on était capable de maîtriser la finitude, de maîtriser la vulnérabilité, de maîtriser la maladie. On sait que les Français recourent beaucoup aux anxiolytiques, aux antidépresseurs, etc., comme s'il fallait cacher ce mal-être que je ne saurais voir et que finalement toute expression d'un malaise de l'âme était forcément pathologique ou dangereuse. Ce qui faisait que mes patients étaient d'autant plus mal qu'il y avait un complexe à pouvoir ressentir des émotions négatives. Ce que vous décrivez, c'est une forme d'injonction paradoxale, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire un côté à la fois victimisation, théâtralisation, dès que ça va pas, c'est très très grave et on hystérise les choses alors que finalement la souffrance fait partie de la vie. Et en même temps, une injonction à cacher, à être dans une hyper-performance, une hyper-jeunesse, un hyper-bien-être, une hyper-forme tout le temps. Il y avait vraiment cette injonction paradoxale qui faisait énormément de mal aux relations privées et intimes. Parce que aussi bien les hommes que les femmes se représentaient comme étant non aimables et non acceptables dans le couple s'ils n'étaient pas plus que parfaits. Et moi, j'ai eu beaucoup à travailler là-dessus bien avant le Covid. Vous avez parlé du manque de vision holistique, justement, de la santé en France aujourd'hui. C'est vrai que c'est une question qui nous occupe beaucoup sur les plateaux télé, où on a l'impression que chacun, de son point de vue, de sa spécialité, intervient pour dire ce qui ne va pas. En fait. Alors d'ailleurs, il y a un terme allemand pour parler de ça s'appelle les Fachidiotes. C'est les gens qui ne voient le monde qu'à travers leur personnalité, pardon, leur spécialité. Beau lapsus. Et du coup, justement, est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, il y avait une bonne collaboration entre les psychologues et les médecins, justement? Ou alors, est-ce que c'est des services qui se regardent en chien de faïence dans les hôpitaux? Ce serait difficile de généraliser parce que vous voyez par exemple l'hôpital européen Georges Pompidou, ça a été un des premiers services qui a créé des unités de psychiatrie liaison où le psychologue pouvait aller de service en service et que le patient ne soit pas morcelé dans son accompagnement mais que chaque spécialiste vienne à lui justement. Maintenant, c'est très nouveau d'ailleurs, ce qui est une véritable nouveauté. Oui, tout à fait. En revanche, il y a un peu des rapports ambivalents et de haine-amour entre médecins et non-médecins, psychologues et psychiatres, alors qu'en fait, notre seul but devrait être le mieux-être de la personne. Donc on devrait tous travailler main dans la main. Mais quand vous regardez la formation des médecins et la manière dont on leur demande de choisir une spécialité, on a déjà découpé le corps humain. Les étages de l'hôpital sont les tranches du corps humain. Il y a la cardio, il y a la néphro. Si on est pressé, on n'a pas le temps de regarder les antécédents et on donne 2 traitements, comme j'ai pu le voir chez un patient qui avait été suivi à la Salpêtrière, 2 traitements antagonistes. Je pense qu'il y a une problématique de temporalité aussi. La temporalité humaine n'est pas la temporalité de l'acte médical à laquelle on aimerait pouvoir aller. Donc c'est peut-être la vision de la santé et l'anthropologie qui est à questionner. L'anthropologie qui décide de la formation des médecins. Je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau de la formation des médecins. Parce que quand je vois, moi j'ai fait mon mémoire-thèse sur une population d'étudiants en médecine. Honnêtement, ils n'allaient pas bien. Donc quand je vois la souffrance des étudiants en médecine, on voit que le suicide des internes. Ce qu'on leur demande, mais dès le début, dès les premières années, ils avaient quasiment tous dans ma petite cohorte des troubles de l'image du corps. C'est-à-dire que c'est comme s'ils démarraient des études qui vont être longues et difficiles avec un métier difficile et pénible, à annoncer des gens qu'ils vont peut-être mourir. On les jetait là-dedans sans filtre et sans travail sur eux-mêmes. Et je pense que c'est un vrai problème parce qu'ils prenaient comme des éponges, plein d'angoisse, hypochondriaques. Il y a plein de médecins qui sont hypochondriaques d'ailleurs. Il y a un ouvrage qui parle de ça de manière très... On l'avait reçu d'ailleurs, Sabrina Ben Ali, qui a écrit sur la vie d'une interne et qui explique son mal-être à elle. Elle explique comment elle est passée avec une espèce de sa première fois que quelqu'un raconte. Comment est-ce qu'elle a été précisément, exactement ce que vous dites, jetée très vite dans le bain, avec à côté des problèmes personnels, des problèmes familiaux, dont personne n'a tenu compte, en fait. Et qui font qu'on l'a formée à être une machine médicale, une machine à soins. Bien sûr. Et je pense, vous voyez, nous, on nous oblige à faire un travail sur nous avant de soigner des gens. Je pense que les étudiants qui arrivent en médecine, ils sont très jeunes, ils sortent de l'adolescence, ils ne sont pas finis, ils n'ont pas tous leurs repères internes. On aurait tout intérêt à les faire travailler sur leur motivation, leur histoire. Ils ont peut-être perdu un papa d'un cancer, ce qui les a poussés à faire ce métier. Je pense qu'ils auraient vraiment besoin d'avoir un travail sur eux qui leur
permettre d'entendre, mais comme des policiers auraient besoin pour recueillir des plaintes de femmes violées, d'avoir une formation psychologique, une arme interne pour accueillir tout ce qu'ils vont accueillir. Parce que sinon, ils n'ont que deux choix, soit se déprimer, aller mal, comme elles le racontent, voire boire, prendre des médicaments eux-mêmes, des antidépresseurs, soit devenir très froids, se couper de leurs affects. Or, on sait bien que c'est la relation soignant-soigné, le vieux médecin de famille, qui fait beaucoup dans le pronostic du patient. Et en même temps, en vous écoutant, il y a une question qui me vient, c'est ce que vous décrivez et ce que semblent décrire vos patients, c'est une société du mouvement. C'est-à-dire qu'on est en mouvement permanent. Et c'est comme ça que je fais le lien avec le Covid, finalement. Est-ce que ce premier confinement, ce virus venu d'ailleurs, n'a pas interrompu le mouvement? Nous sommes une société du voyage, société où on est à Shanghai, à New York, à Rome, et le tout dans la même semaine, finalement. Bien sûr. Et d'un seul coup, voici que ce que vous appelez ce sentiment de toute-puissance, mais cette frénésie du mouvement s'arrête brutalement, et le mouvement devient en lui-même le générateur de la pathologie, quelque part. Et du coup, le remède, a-t-on pensé un instant, pour lutter contre ce virus émergent... Le mouvement devient inquiétant. Peut-être pas générateur de la pathologie, mais le mouvement devient inquiétant. Non, parce que le mouvement, finalement, on l'a appelé le virus du voyage. Certains l'ont appelé le virus du voyage. C'est le voyage qui génère... c'est l'interaction sociale qui génère le virus, en fait, qui génère la contamination. Et donc, le premier réflexe a été de s'arrêter. Et du coup, ça m'intéresse de pouvoir discuter un peu de ça, de cette société du mouvement qui, tout à coup, s'arrête, en fait, brutalement. On est sur quoi, là? Sur un choc? On est sur quoi? Oui, c'est venu mettre un cran d'arrêt très net à nos frénésies. C'est-à-dire qu'on était dans une hyperactivité. Il y avait quand même un côté dans nos modes de vie un peu fuite en avant, où, comme vous dites, tout est possible tout de suite dans une hyper-instantanéité. Le moins de frustration possible, en fait. On peut, en 24 heures, être au bout de la planète. Donc, ça nous a demandé de refaire un travail d'enracinement, finalement. On était un peu désancrés. Ça nous a demandé de nous réenraciner. Mais le problème, c'est que la peur a pris le dessus et que dans une espèce de retour de bâton magistral et presque ironique, on s'est mis à avoir peur de bouger, alors que le mouvement, c'est la vie. On était peut-être, pour certains d'entre nous, dans une fuite en avant, mais d'abord pas tout le monde. Et ensuite, on a fait une espèce de régression dans « on veut plus bouger, on va s'enfermer dans un bunker, ça va nous protéger de tout ». C'est totalement délirant. Non seulement on ne va pas être protégé de tout, mais on va s'exposer à des dégâts somatiques et psychiques et psychosociaux absolument énormissimes. Et d'ailleurs, j'ai vu une tribune dans Marianne où il y avait du coup l'auteur qui s'interrogeait sur est-ce que finalement ce memento mori là, de la crise, ça n'a pas tué notre désir, disait-il. Mais en fait, moi j'avais l'impression qu'il disait, au fond, la crise, en tuant le désir, elle a peut-être tué l'envie de vivre en vérité. Parce que qu'est-ce qui reste si véritablement on n'a plus de contact social, si on a une vie qui est régulée, si on ne peut plus bouger. Voilà. La gestion de la crise a déshumanisé. C'est assez intéressant de constater que finalement, les personnes âgées qu'on a voulu protéger de tout m'ont dit les mêmes mots que les étudiants qui étaient enfermés dans 10 mètres carrés. Ils m'ont dit « ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue ». C'est-à-dire que quand vous réduisez l'être humain à la survie, vous le déshumanisez, vous le perdez. C'est ce que j'ai dit dans un journal, j'ai écrit « l'homme se meurt quand il ne vit que pour une peur ». C'est-à-dire qu'on est des êtres de désir, mais ce désir est vital. C'est-à-dire que si vous redéfinissez l'être humain comme un être strictement de besoins physiologiques, vous le tuez. Ça s'observe dans toutes les études, par exemple, sur l'hospitalisme, avec les petits bébés orphelins de guerre, qui ont du care, qui ont des nurses, qui ont donc un maternage technique, mais ces nurses n'ont pas le temps de leur offrir le toucher, l'affect, le regard étayant d'une maman. Ces petits ne prennent pas de poids. Ça veut dire qu'ils sont nourris en calories et que pourtant, ils se laissent glisser dans la dépression, ce qu'on appelle la dépression anaclitique, c'est-à-dire une dépression sans objet. Quand il n'y a pas d'objet affectif, on est dans un vide intérieur. Et finalement, en voulant réduire pour le protéger l'être humain à des besoins strictement physiologiques et matériels, on a généré des dépressions, bien évidemment, parce que ce qu'on observe chez le bébé, on l'observe aussi chez la personne âgée qui se laisse glisser, mais on l'observe aussi chez un célibataire en télétravail qui ne peut plus sortir parce que c'est le couvre-feu. L'interaction sociale permet qu'on ne soit pas en déprivation affective et que nos 5 sens soient nourris. Mais j'en reviens du coup à ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous avez eu cette belle image que j'aime beaucoup des étages de l'hôpital.
qui correspondent à un saucissonnage du corps, en fait, avec la cardio, avec la neuro, avec ce que vous voulez, et où il manque cette prise en charge globale. Mais je fais le vœu qu'on y arrive, parce que, vous voyez, en gastro-entérologie, on s'est aperçu que les maladies inflammatoires chroniques intestinales étaient presque toujours corrélées à ce qu'on appelle de l'alexithymie. L'alexithymie, du A privatif grec, lexis, donc logos, le langage, et thymie, l'humeur, est une incapacité à identifier et verbaliser ses émotions. C'est-à-dire que quand vous avez un fonctionnement émotionnel qui n'est pas épanoui, qui n'est pas sain, votre corps va dire à travers des mots MAUX, les mots MOTS que vous ne pouvez pas dire, et va créer notamment des syndromes inflammatoires. De la même manière, on observe que tous les neuromédiateurs qui font l'équilibre cérébral, la dopamine, la sérotonine, etc., se synthétisent dans l'intestin. Et on observe en immuno que nos défenses immunitaires sont à 80% sous la responsabilité de notre intestin. Donc, forcément, l'avancée des neurosciences va tirer toute la médecine, et c'est vraiment l'espoir que je mets dans les neurosciences, va tirer toute la médecine vers une approche holistique. On peut pas faire, de toute façon, on ne peut plus faire autrement aujourd'hui. Vous avez raison, mais si je me permets... Et même écologique. Vous avez raison, mais je vais peut-être doucher un espoir sur cette question en disant c'est pas pour demain dans la formation des médecins. Non. Non, mais ça, on peut le proposer, il faut le faire bouger. Ça. Et alors, enfin, voilà, bon, on sait bien que toute cette question de la barrière intestinale, avec la micronutrition, avec tout cet apport aussi de la micronutrition, on a compris tout ce qui pouvait se passer à cet étage et comment ça induisait chez les neurotransmetteurs, c'est essentiel. Pourtant, voilà. En France, on est encore très fermé à ça. Absolument. Mais il y a des pays où on observe que, par exemple, transplanter les selles d'un individu en bonne santé sur un individu qui a des syndromes dépressifs peut modifier. Alors, ce n'est pas une technologie très attirante, mais ça peut modifier son état mental. C'est un des objets de recherche Didier Raoult, pour tous ces constats en fait, de feedback bidirectionnel entre l'humeur, l'état émotionnel et le corps, pas seulement le cerveau, mais toute la périphérie du corps, donnent beaucoup d'espoir. Je pense. Mais vous voyez, ce qui m'amène à la question que je voulais poser, qui était la suivante. On a saucissonné le corps. J'ai envie de vous poser cette question, de se dire, mais est-ce que nous ne sommes pas, dans ce Covid, dans une appréhension précisément focale? C'est-à-dire nous avons focalisé l'attention, l'essentiel même pas l'essentiel, l'exclusivité finalement, de notre attention sociale, de notre attention psychologique, de notre attention humaine, sur un virus. Est-ce que nous n'avons pas oublié à un moment que ce virus, il habitait quelqu'un, il contaminait quelqu'un? Mais parce qu'on revient à la formation des médecins, où est l'anthropologie? On a réduit la santé à l'éviction d'une circulation virale. Mais la santé n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire quand vous évitez un virus à une personne, ça ne va pas l'empêcher de mourir de 1000 autres choses. Donc on a un problème d'anthropologie en fait dans notre définition de la médecine. Qu'est-ce que la santé humaine? D'abord, ce n'est pas l'évitement de la mort. Et ensuite, ça ne se réduit pas à l'évitement de la mort. Ce n'est pas parce que mes patients sont vivants qu'ils sont en bonne santé. Et ensuite, ce n'est pas l'évitement d'un virus. Attendez, ça c'est intéressant. Moi, je peux vous dire, j'ai peu de patients. La santé ne se réduit pas à l'évitement de la mort. Ben non. Et pourtant, est-ce que vous ne pensez pas que il y a la notion de vitalité qui est importante. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est exactement ce qu'on vient de vivre là sur un an? Est-ce que vous ne pensez pas, en vous écoutant, qu'au fond, tout ce qu'on fait là depuis un an, c'est à compter les décès et à se dire, attendez, avec l'image du Boeing qui s'écrase chaque jour, est-ce qu'on n'est pas dans une... Mais parce qu'on n'est pas guidé par un désir de vie, on est guidé par une peur de la mort. Donc c'est la logique inverse. Quand vous êtes guidé par la peur, vous prenez des décisions irrationnelles. Quand vous êtes guidé par le désir, vous construisez un chemin en considérant le primum non nocere du médecin, c'est-à-dire d'abord ne pas nuire. Là, les dégâts collatéraux, on s'en fout. Des enfants qui se jettent par la fenêtre, on s'en fout. Il y a un mort en réa. En même temps, quand on arrive en réa, on a moins de chances de sortir vivant quand on arrive à l'école. Mais ça, on ne le considère plus. C'est-à-dire qu'on a perdu le bon sens et le sens commun parce qu'on s'est focalisé sur un détail, comme dans une focalisation obsessionnelle, sur un détail qui nous fait oublier le tout. Sauf que quand on fait ça, on est dangereux. Parce que si on focalise sur le détail et pas sur le tout, on est prêt à sacrifier le tout pour un détail. Alors attention, je ne dis pas que le Covid n'a tué personne, je ne dis pas que le Covid est un détail. Je dis qu'en termes de gestion de la santé publique, on a considéré que les mesures faisaient des dégâts qui n'étaient pas importants. Or, je suis désolée, mais la quantité de dépression, de passage à l'acte, de troubles alimentaires, de recours aux benzodiazépines chez des populations qui n'en prenaient pas,
de recours aux antidépresseurs, chez des gens chez qui ça va laisser des séquelles en grandissant, parce qu'à 17 ans, on ne doit pas prendre des antidépresseurs, le cerveau est encore en pleine croissance, c'est pas la meilleure idée. Si on ne peut pas faire autrement, on le fait, mais enfin, c'est pas la meilleure idée. Ça a des conséquences en termes de santé publique à très long terme. C'est des gens qui vont être démotivés de travailler, démotivés d'étudier. En fait, il y a une étude qui est parue, qui a fait grand bruit aux États-Unis notamment, qui est l'étude du professeur Ioannidis sur la surmortalité possible dans les années à venir liée aux mesures de restriction sociale, liées directement au confinement. C'est-à-dire que lui, il a dit, en fait, finalement, en mettant tout le monde chez soi, comme on va aggraver peut-être les états dépressifs, les états anxieux, etc., l'alcoolisme, les dépendances, enfin voilà, eh bien en fait, il y a une chance pour qu'on ait une surmortalité directement liée aux mesures de restriction dans les années à venir. Est-ce que c'est une vision à laquelle vous souscrivez ? Alors la surmortalité, je ne sais pas. C'est malheureusement effectivement une hypothèse qui tient la route. En tout cas, des morts vivants et une baisse de la qualité de vie, peut-être un raccourcissement de l'espérance de vie chez certains aussi lié au tabagisme, à l'alcool. Les addictions ont beaucoup augmenté. Enfin, moi, j'ai une patiente jeune qui est arrivée en me disant, pendant le deuxième confinement, je fume 14 joints par jour. Alors, la thérapie a été très efficace. Elle est vite passée à 5, puis 3, puis plus du tout. Mais ça montre bien à quel point le confinement tue. C'est-à-dire qu'enfermer de force des gens bien portants ne peut et ne pourra jamais, à mon sens, être défini comme un remède. Et nous voici au cœur du problème. Et donc oui, pour finir sur la question, des gens qui n'auront pas rencontré, qui n'auront pas été au bout de leurs études, qui n'auront pas eu de stage, qui auront perdu le goût de la vie parce qu'ils étaient déjà un peu fragiles et qu'ils ont redécompensé des difficultés. Moi, je le disais l'autre jour sur une chaîne de télévision, il faut bien comprendre que le confinement ne s'arrête pas quand Emmanuel Macron déconfine. Il y a des gens pour qui c'est trop tard et nous, on n'arrive pas après, on rame. Mais enfin, on ne va pas ramer avec 70 millions de Français quand même. On rame pour récupérer certaines personnes après les confinements. Parce qu'ils se mettent à avoir peur, à avoir un syndrome de la cabane. Ils ont une démotivation à retravailler parce que ça fait 1 an que leur secteur est considéré comme non essentiel. Pour ces gens-là, il y a des pertes de socialisation qui font des effets papillons jusqu'à ne plus rencontrer personne, ne pas faire leur vie, peut-être ne pas avoir d'enfants. Vous nous expliquez ce que c'est que le syndrome de la cabane ? Oui, alors en fait, le syndrome de la cabane, il avait été identifié au début des années 50, si je ne me trompe pas, avec les pionniers aux États-Unis, les chercheurs d'or, en fait, qui restaient pendant des mois et des mois dans des cabanes et qui, quand ils revenaient dans la vie normale, dans la ville, avec leurs femmes, leurs enfants, n'arrivaient plus à s'adapter, en fait, parce qu'ils s'étaient tellement conditionnés, ils avaient tellement désappris à vivre pour s'adapter à leur mission, qu'ils n'arrivaient plus à vivre normalement. Et effectivement, moi, j'ai des patients qui me contactent et qui me disent « j'ai peur quand on va rouvrir, je ne sais pas si j'oserai aller au restaurant ». J'ai des étudiants qui me disent « moi, je veux faire que visio parce qu'en fait, j'ai peur de pouvoir retourner ». Enfin, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'on a distillé, on a tellement contaminé de la peur, alors que bon, la peur, à part baisser les défenses immunitaires, ça n'a jamais amélioré la santé de personne, que maintenant, on a des gens qui effectivement ont peur de vivre normalement, ils ont peur de leurs besoins. Moi j'ai une patiente qui a Parkinson, qui est à l'Équerre, elle avait honte d'avoir besoin d'aller chez le médecin parce qu'elle n'osait pas déranger son médecin qui avait du Covid à gérer. Donc ça crée des troubles psychiques qui n'existaient pas. Oui, mais alors c'est là où il y a un mystère. Et c'est là où je voulais en venir. C'est un mystère. Quand j'ai entendu, en tout cas, dans ce troisième confinement, des médecins, en appeler à un confinement dur, je reprends ces mots, strict, et se plaindre de ce confinement de demi-mesure d'Emmanuel Macron, se plaindre de ce qu'il ne confinait pas, mais et pourquoi, au fond ? C'est une vraie question. Pourquoi ? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'ils sont d'abord hors sujet ? Parce que je pense qu'un patient qui arrive en réa aujourd'hui, le fait que 70 millions de ses concitoyens soient assignés à domicile, ça lui fait une belle jambe. Lui, ce qu'il veut, c'est une infirmière, un lit et être traité. Donc d'abord, ce n'est pas une réponse. Mais on va vous dire ce qu'on veut, nous, c'est qu'il n'arrive pas en réa. Ensuite, cette espèce de principe hygiéniste a toujours été une menace sur la philosophie médicale, l'hyper-hygiénisme. C'est-à-dire que l'hygiénisme a sauvé des vies, notamment en diminuant la mortalité infantile, mais l'hyper-hygiénisme est une menace, c'est une dérive, c'est même une dérive psychopathologique. Il y a quelque chose de psychotique à ne plus du tout vouloir de risques et de microbes. Or, on sait que plus on est protégé et stérile, plus on est faible immunitairement. Donc oui, il y a une dérive, il y a surtout quelque chose de stupéfiant, c'est qu'un médecin puisse ne pas considérer effectivement les dégâts, puisqu'on n'est pas au premier confinement, on a du recul maintenant,
les dégâts que ça fait sur le plan psychiatrique et social. Il y a des enfants qui tombent par la fenêtre parce que leur maman est en télétravail et qu'elle ne peut pas les surveiller. Des hommes qui boivent de l'alcool, qui perdent leur travail, qui frappent leur femme. Alors on va me dire, ah bah oui, mais c'était déjà un mec violent. Enfin, c'est pas une raison quand quelqu'un est au bord du gouffre pour le pousser dans le vide quand on est médecin quand même. Non, mais alors là, c'est vraiment extrêmement intéressant ce que vous dites parce qu'il y a une des questions qui revient le plus sur les réseaux sociaux, on a fait un appel là, aux questions avant l'interview, est-ce que vous pouvez demander à Marie-Estelle Dupont de nous expliquer le fonctionnement psychologique, justement, qui peut conduire justement certains médecins aujourd'hui à être dans la négation de l'existence de cette souffrance. C'est-à-dire que vous avez justement, on a pu le voir avec vous justement sur un plateau télé où vous êtes un peu écharpé avec un médecin, on a pu voir qu'il y a des gens qui refusent véritablement d'admettre qu'il y a une souffrance des jeunes aujourd'hui, qu'il y a une souffrance des enfants, qu'il y a une souffrance de toutes les personnes qui ne sont pas dans leur service de réa. Oui, parce que c'est une caractéristique humaine, c'est une tendance humaine de penser que ce que je ne vois pas n'existe pas et ce qui me dérange, je le dénie. Donc les médecins sont des êtres humains, ils ne sont pas à l'abri d'avoir des mécanismes de défense tels que le déni. Ils ne sont pas non plus à l'abri d'avoir une illusion de toute puissance et que donc ils veuillent contrôler, tout contrôler, quoi qu'il en coûte aux autres. Ensuite, je pense que peut-être un médecin n'est pas à l'abri d'aller mal. Et que quand vous êtes en réa depuis 30 ans, que vous ne dormez pas, que vous avez donc vos hormones cérébrales qui fonctionnent à l'envers parce que vous êtes en jet lag tout le temps avec des heures de garde pas possible, vous avez un filtre et vous avez une vision de la vie, un prisme, qui n'est pas forcément le bon. C'est pour ça qu'un psy se fait superviser, parce qu'à force de voir des gens qui vont mal, on peut parfois, nous, être découragés. Donc on doit prendre du recul par rapport à ça. Ces médecins-là n'en prennent pas. Ensuite, je pense qu'il y a aussi des problèmes d'ordre politique, c'est-à-dire qu'au lieu de réclamer vigoureusement des lipérènes, parce que notre population, en fait, on a tous pris un air étonné, mais quand on voit la population démographiquement, une population qui vieillit, qui est de plus en plus nombreuse et de plus en plus mobile, parce qu'aujourd'hui les retraités voyagent, donc des gens qui sont immunodéficients se déplacent dans des contrées où ils peuvent attraper des maladies auxquelles ils n'ont jamais été exposés auparavant. On a très peu de lits de réa. Or aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est pas des lits de maternité, on n'a pas une natalité qui explose, c'est des lits de réa, c'est pragmatique, c'est un constat. Ça fait 30 ans, moi quand j'étais à la PHP, je voyais déjà ça il y a 15 ans. Ça fait 30 ans qu'on laisse couler l'hôpital parce qu'on a une gestion complètement bureaucratique. Non mais c'est hallucinant, nos impôts, on déverse des milliards d'impôts pour l'hôpital. Et moi quand j'y étais, il y avait des préfabriqués dans la cour pour rajouter des postes administratifs. Alors que toutes mes petites infirmières de psychiatrie, elles étaient en burn-out parce qu'elles n'avaient même plus de formation psychiatrique pour faire des économies. C'était des infirmières qui allaient de service en service. Elles ne savaient pas qu'un schizophrène, par exemple, était dépendant à la nicotine et que c'était pour ça qu'il réclamait une cigarette. C'était moi, non médecin, qui devais leur expliquer. Et en plus, on demande aux infirmières de faire des tâches administratives. Comment voulez-vous que les soignants aillent bien ? Et comment voulez-vous que les patients soient bien pris en charge ? Donc effectivement, il y a une espèce de déraison à dire il faut enfermer la population quand il faudrait juste faire pression au moment d'une pandémie pour qu'on ait enfin des lits pérennes de réa qui serviraient dans les prochaines épidémies. Alors c'est intéressant ce que vous dites. Vous avez dit quelque chose que je ne vois pas n'existe pas. Et ça me permet de faire une transition. Est-ce qu'on n'en a pas trop vu ? Je vais prendre ça à contre-pied. Est-ce que dans ce Covid, précisément, on n'en a pas trop vu ? Je répète ma question différemment. Bien sûr. Je me suis énervé, moi, dans un passage télé où j'étais en Skype et je discutais de quelque chose, et derrière, j'avais des images de réanimation qui défilaient. Et au bout d'un moment, je me suis énervé en disant, pour le cancer, vous faites pareil, vous voulez montrer les poumons d'un fumeur ? Pourquoi est-ce que vous focalisez ainsi sur la réanimation, en fait ? Et en fait, l'argument qu'on nous donne, c'est là-dessus que je voulais avoir votre avis, on dit oui, mais si on ne le montre pas, c'est ce que vous dites, ça n'existe pas. Et donc les gens ont des comportements déraisonnables, ne sont pas... Voilà. Et donc pour les inciter à, on montre. Le problème, c'est effectivement cette capacité qu'on construit chez un enfant dans l'éducation de se représenter. L'empathie, c'est pouvoir se représenter ce que vit l'autre, même si je ne le vois pas ou que je ne le vis pas. Et effectivement, on dirait que ces médecins ont perdu même le bon sens, puisqu'ils sont médecins quand même, ils sont soignants, ont perdu toute empathie, c'est-à-dire qu'une défenestration d'un petit enfant dans le bâtiment d'à côté, ça ne les concerne pas, eux ils sont en réa. Donc ils vont vouloir sauver le pied. Si pour sauver le pied, il faut couper la jambe, ils ne se demandent pas si c'est absurde, ils vont couper la jambe. Si vous voulez, ils sont dans une vision parcellaire de la chose. Ensuite, sur ce que vous soulevez, il y a la question, je pense, du voyeurisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
on doit aussi, on a questionné l'anthropologie des médecins, je pense qu'on doit questionner aussi notre éthique quand on est dans les médias, sur la parole qu'on pose et les images qu'on montre. Est-ce qu'on donne à voir ou est-ce qu'on donne à penser? Et évidemment, tous ces tableaux de chiffres m'ont exaspérée, parce qu'ils nourrissaient l'angoisse des gens qui étaient enfermés tout seuls chez eux, qui étaient possiblement des gens en plus à risque, des personnes âgées, des personnes diabétiques, etc. Et j'avais envie de dire, mais les gens ne savent pas lire ces chiffres. Mettez à côté, par exemple, les chiffres du cancer ou les chiffres du palu et tout le monde va respirer. C'est-à-dire qu'on a voulu faire du Covid la peste noire, comme si on n'effrayait pas les gens, ils n'allaient pas comprendre. Mais moi, je pense qu'au contraire, le voyeurisme, ça sidère. Ça ne responsabilise pas. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on induit des comportements sociaux, entre guillemets, déviants, appelons-les comme ça, dont se nourrissent un certain nombre de thèses farfelues, de complotisme, etc. Est-ce que fondamentalement, on n'a pas créé quelque chose là? Parce qu'au fond, c'est exactement ce que vous dites, est-ce qu'il n'y a pas un réflexe naturel quand on dit, mais attendez, il y avait 100 000 morts? Oui, c'est vrai, il y a 100 000 morts. Mais admettons encore que ça puisse se débattre, mais il y a 100 000 morts. Mais bon, le cancer fait plus de morts. Et est-ce qu'à un moment donné, la psychologie humaine est telle qu'on dit, ben, on est en train de nous mentir? Pourquoi on exagère autant quelque chose là? Est-ce que c'est pas de là que vienne une certaine négation, par exemple, de l'épidémie? Je pense qu'effectivement, le fait que dans la panique, il y ait eu une espèce de surenchère et de focalisation sur le Covid n'a fait qu'apporter de l'eau au moulin aux gens, aux complotistes et aux gens qui disaient on veut nous manipuler, on veut ne pas nous parler des autres problèmes. Moi, je pense qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller jusque-là pour expliquer cette tendance. C'est qu'on a aujourd'hui dans notre société eu tendance à trop oublier la mort et la finitude. Et quand vous avez vous-même été confronté à titre personnel à la mort ou à la maladie, le surgissement de la maladie ne fait pas effraction, il n'est pas traumatique. C'est une catastrophe, il faut la gérer, mais il faut essayer de la gérer de manière rationnelle et sans tuer tous les gens qui ne sont pas malades. Et on a un peu eu tendance à tuer tous les gens qui n'étaient pas malades en leur disant votre subjectivité est un potentiel chaos social. C'est-à-dire qu'un étudiant qui supplie d'aller en cours devient quasiment un délinquant, quoi. On en est presque là. Tout à fait. On en est presque là. Avec cette comparaison, alors il n'a pas connu c'est égoïste, en fait. On sait très bien, quand on est neurobiologiste, qu'un cerveau ne peut pas apprendre et mémoriser derrière un ordinateur, parce qu'il est en déprivation sensorielle. Donc, je pense que c'est plus de cet ordre-là. J'ai perdu du coup votre question en cours de route. Non, vous y avez répondu en réalité. Oui, ce qui nous fait une transition absolument parfaite, à mon avis, justement, pour attaquer le Covid de plein pied, précisément. Est-ce que vous pourriez, à minima, à partir du prisme de votre cabinet, nous expliquer à quel point, justement, la France va mal aujourd'hui, là, en ce moment? Quelles sont les conséquences après un an de réflexion? Oui, parce qu'on a parlé d'avant, en fait. Ouais. Mais c'est intéressant, du coup, la question de Maximilien est très pertinente de dire « et aujourd'hui, finalement ?» Moi, en tant que psychothérapeute, ce que je constate, c'est que des patients qui allaient bien, parce qu'on peut aller chez le psy et aller bien, mais simplement y aller parce qu'on veut se faire accompagner dans une transition professionnelle ou un désir d'enfant, enfin, on n'y va pas forcément parce qu'on va mal. On peut aller chez le psy parce qu'on a aussi envie de faire un point d'introspection pour réfléchir avant de prendre des décisions. Ces gens-là, maintenant, arrivent parfois en pleurant à l'idée qu'on soit reconfiné, à l'idée de remettre des employés en télétravail. Parce qu'en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que les décisions qu'on prend sur le papier en pensant peut-être en toute honnêteté qu'elles sont bonnes, ont des conséquences et des effets papillons dans l'intime qui sont incommensurables. Des couples transfrontaliers qui sont séparés, il y en a 3000 en France, alors on n'en parle pas beaucoup, mais voilà, qui peuvent ne pas se voir pendant un an, alors que peut-être madame est enceinte, enfin voilà. Des handicapés qui n'ont plus leur petit boulot parce que les restos sont fermés, que c'était leur seule vie sociale. Des enfants qui sont déscolarisés, qui avaient déjà des retards de parole et qui ne parlent plus du tout. Donc moi j'ai vu à la fois mes patients qui allaient bien au fil du temps, les uns après les autres, s'effondrer. J'ai constaté qu'une population qui allait bien, et c'est le même constat que des pédiatres ou des pédopsies, à savoir les 7-11 ans. 7-11 ans, on n'est plus dans la petite enfance et on n'est pas encore dans le chaos de l'adolescence, donc globalement, on va bien à 7-11 ans, sauf pathologie psychiatrique majeure, ce qui est assez rare. Ces enfants-là craquent. Ça fait 1 an qu'ils n'ont plus le sport co, que les apprentissages sont bouleversés, qu'ils voient leurs parents pas bien. Donc moi, on m'a amené ces enfants, c'est-à-dire j'ai une nouvelle population qui est venue à moi, et qui n'avaient normalement pas besoin de consulter. Il n'y avait pas de carence affective, il n'y avait pas de précarité sociale ou intellectuelle dans la famille, il n'y avait rien qui les prédisposait à ça. Des gens sans antécédents et puis des gens qui ont vraiment eu le sentiment qu'ils étaient pendus, c'était le mot qui revenait. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression que tout d'un coup,
les inversions de valeur avaient été telles que, en fait, comme on marchait sur la tête, comme ils essayaient, eux, de marcher à l'endroit, ils avaient la tête en bas, quoi. Et j'ai vraiment des patients qui m'ont exprimé ça, qui m'ont dit, mais quand simplement je dis qu'on a besoin d'air, qu'on a besoin de se voir, on me prend pour un fou. Donc ça crée des conflits, ma sœur ne me parle plus, etc. Donc moi, j'ai vu vraiment des situations s'inflammer d'une manière assez tragique. Et ce qui m'a beaucoup attristée, c'est que finalement, le constat qui a été fait dans certains services de psychiatrie et de pédopsychiatrie, à savoir des admissions qui ont augmenté de 150 à 300%. Hein. Il y a eu à Villévrard, je crois, 150% d'admissions en plus à l'automne. Une pédopsychiatre de Necker disait récemment qu'il y avait 6 fois plus d'admissions en pédopsychiatrie. Enfin, les enfants sont... les enfants, pardon, mais le chèque psy, les enfants et les adolescents n'ont pas vocation à aller chez le psy parce que le pays leur donne des injonctions paradoxales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prescrit pour être des bons citoyens aux jeunes adultes de faire tout l'inverse de ce qu'ils ont besoin de faire pour être des adultes équilibrés, capables de travailler, d'aimer, d'éduquer, de voter. Et en fait, on leur prescrit pour être des bons citoyens de faire tout l'inverse. Reste chez toi derrière un écran et ne sors pas de chez papa et maman. Donc régresse complètement et désocialise-toi. Et on veut que ces gens-là reconstruisent le pays sans être sous cachet antidépresseur ou sans être violents. C'est-à-dire qu'on a tellement voulu mettre de la solidarité en avant qu'on est en train de faire une génération de gens qui vont être ultra individualistes parce que maintenant, ça va être chacun pour soi. Tellement ils en ont bavé. Et il est là le trauma. Et donc nous, on sait qu'on va avoir des gens à récupérer à long terme, bien après les déconfinements. Donc je ne sais pas si ce sera une surmortalité, mais il y aura des dégâts à long terme. Et moi, j'ai constaté tristement dans ma modeste pratique libérale, je dis modeste parce qu'il se trouve que j'ai eu un événement heureux pendant le confinement, j'ai eu des jumeaux, donc forcément j'ai pris moins de patients. Moi aussi, j'ai multiplié par 6 les indications d'hospitalisation. C'est-à-dire bien que je ne sois pas psychiatre, et bien que je ne sois pas à temps plein, j'ai proposé à 6 fois plus de patients que les autres années d'être hospitalisés, et notamment des étudiants qui décompensaient des troubles alimentaires pendant le confinement, voilà, des adultes qui se scarifiaient. C'est assez rare, les adultes qui se mutilent et qui se scarifient. Et des dépressions majeures, c'est-à-dire des mères de famille qui tout d'un coup avaient envie de se passer par la fenêtre ou avaient des phobies d'impulsion avec leur bébé. Alors justement, vous êtes spécialiste des psychopathologies, je crois, justement. Et je voulais vous poser la question de savoir quelles étaient exactement les pathologies que vous avez vues augmenter avec le confinement. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est des dépressions? C'est quoi exactement? Alors, chez les adultes, d'abord chez les managers et les salariés, beaucoup de burn-out. Alors on va me dire, mais pourquoi du burn-out alors que les gens travaillaient moins? Bien parce que le burn-out n'est pas d'abord... Le premier facteur de burn-out, ce n'est pas la charge de travail. C'est la perte de sens. C'est-à-dire, et d'ailleurs, plus il y aura de bureaucratie à l'hôpital, plus il y aura de burn-out chez les médecins qui perdent le sens et la saveur de leur travail. Donc des burn-out chez les managers qui ne savaient plus comment... En fait, les managers étaient pris en sandwich, c'est-à-dire qu'ils avaient l'obligation par la hiérarchie de maintenir les mêmes objectifs. Et les salariés qui arrivaient en télétravail d'un coup, parce qu'en France, on n'a pas cette culture du télétravail, donc on n'était pas préparés, n'arrivaient plus à fournir, sans les échanges informels à la cafette, etc., qui nourrissent la créativité, n'arrivaient plus à délivrer. Donc les managers étaient extrêmement mal. Et puis des DRH qui ont licencié à tour de bras, donc j'ai eu des burn-out, j'ai eu des dépressions. Énormément d'augmentation des addictions, hein, donc tabac, alcool, mais aussi d'autres types d'addictions, et notamment les addictions évidemment aux écrans et des addictions comportementales aux jeux en ligne. C'est quelque chose auquel on ne pense pas beaucoup, mais évidemment ça s'est beaucoup développé puisque les gens étaient enfermés chez eux. Donc tout ce qui régulait leur irritabilité ou leur déprime, comme faire du sport, dîner avec des amis, etc., et puis la culture. Parce qu'en fait, la culture, depuis les Grecs, ça sert quand même à mettre en perspective les angoisses de l'humanité. Et on n'a plus tout ça. Donc, les gens n'avaient plus de moyens de faire catharsis à leurs angoisses. Donc, leurs angoisses, ils les retournaient contre eux-mêmes avec des symptômes notamment d'addiction. Et chez les adolescents, décrochage. Hein, il y a 54% quand même des étudiants qui ont envisagé d'arrêter leurs études. Troubles alimentaires, troubles du sommeil, scarification, et puis recours aux benzodiazépines. Donc, ça veut dire troubles anxieux sévères. Avec des jeunes qui me disaient, mais attendez, j'ai plus de présent, j'ai plus de futur, mon père peut plus me payer mes études, je peux pas avoir mes copains, je peux pas faire de sport, je peux pas avoir de vie sexuelle. Donc en fait, vous êtes gentil, mais il va falloir me donner quelque chose pour maquiller ma détresse là. Mais ce qui est étonnant, ce que vous dites paraît fondamentalement évident, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on assiste à un renversement de paradigme. Totalement. Où cette doléance-là n'est pas légitime. Et elle devient l'expression d'un égoïsme. Oui, la subjectivité est un chaos potentiel. C'est ça. C'est-à-dire, quand je me plains de ne pas avoir de vie sociale, quand je dis, mais enfin,
je fais plus de sport, j'ai plus de... eh bien, dis, mais enfin, tu te rends compte que des gens meurent en réanimation? Alors d'abord parce que je pense qu'il y a une question de légitimité dans la règle qu'on impose. C'est-à-dire qu'on sait bien, par exemple, quand on est parent, qu'on est légitime si on se soumet aussi à la règle. Si on impose qu'il n'y ait pas de téléphone à table, mais qu'on a son téléphone à table, l'enfant n'obéit pas. Et donc je pense que les gens qui confinent ne sont pas confinés. C'est-à-dire que C'est pas faux. un tout petit détail, on va prendre quelque chose d'anodin, pour ne pas rester dans des troubles psychiques graves. Quelqu'un qui est habitué, je sais pas, prenons un ORL, voilà, il est habitué tous les matins avant de voir ses patients à nager 30 minutes. Ça fait 1 an qu'il ne peut plus nager. Il faut bien qu'il compense par quelque chose. C'est-à-dire que même des choses qui paraissent être des micro-décisions futiles viennent rompre. À partir du moment où on n'est plus dans la statistique, mais on est dans la subjectivité, ça vient rompre des équilibres subtils. Les gens, ils avaient des vies avant le Covid. Ils avaient des divorces. C'est étrange que cela semble. Ils avaient des divorces, ils avaient des successions compliquées. Ils avaient des vies avant le Covid. Ils avaient des enfants à élever. Ils avaient des entreprises à faire tourner avec des salariés qui avaient besoin de bosser. Et en fait, tout ça, on leur a dit, ça n'est pas légitime, vous êtes un égoïste si vous le mettez en avant alors qu'il y a des gens qui meurent. Mais en fait, c'est pas qu'il y a des gens qui meurent, on va tous mourir un jour. Et donc oui, il y a des gens qui meurent. Donc la question est de soigner les gens qui sont malades, pas de rendre malades les gens qui vont bien. C'est ça l'inversion du paradigme. Et puis la deuxième inversion des valeurs, c'est qu'on est dans une société quand même qui, globalement, s'est mis à faire porter aux générations futures les adultes. Mais moi, j'estime que ce n'est pas à mes enfants de me porter. J'estime qu'une société qui, pour une maladie dont la létalité est inférieure à 0,5%, en arrive à envisager de fermer les écoles et même à fermer les écoles, c'est une société qui a une pathologie dépressive. On est suicidaire. Nos enfants, c'est notre futur. Si on les rend analphabètes, qui va construire le monde de demain? C'est intéressant ce que vous dites. La ville de New York, il y a une étude là, la ville de New York, les enfants sur 1 an ont eu en moyenne 40 jours d'école. Oui, aux États-Unis, ça fait 1 an que les écoles sont fermées. 1 an que les écoles sont fermées. Mais bon, c'est pas une raison pour se satisfaire de ne les avoir peu fermées. Oui, Je pense que quand on en arrive à fermer des écoles pour une maladie qui ne touche pas les enfants, c'est qu'on a renoncé à beaucoup de choses en termes de civilisation. Mais en même temps, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça me permet d'arriver doucement dans la conclusion, qui est évidemment la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est comment on sort de là. Alors, parce qu'il faut bien en sortir un jour. Parce qu'on confine, on déconfine, on a un plan de déconfinement, voilà, bon, bref. Et on nous explique qu'on va sortir de là par le vaccin. Mais au fond, est-ce que le vaccin, peu importe son efficacité, ce qu'on veut, ne constitue pas dans son acception ne traduit-il pas la même problématique que le Covid lui-même? Je m'explique. On va sortir de là par la baguette magique qu'est le vaccin. On va se focaliser. C'est-à-dire qu'en fait, toute la crise, qui est normalement... La crise a quand même normalement en psychologie une vertu, c'est de la prise de conscience. Oui. Eh bien, on va réussir pour certains d'entre nous à traverser la crise sans aucune prise de conscience. C'est-à-dire qu'on sera passé de la toute-puissance du médecin, zut, en fait, la finitude existe et le médecin ne nous empêche pas de mourir, à la toute-puissance du vaccin. Donc, en fait, on aura réussi à rester dans le même paradigme. Au lieu de réintégrer la vulnérabilité et la mort et la finitude, et de s'organiser en conséquence. Bien sûr, je ne suis pas dans le déni des 100 000 personnes endeuillées. Alors après, bon, les chiffres, il y a les morts avec le Covid et il y a les morts du Covid. Mais bien sûr qu'il y a des morts. Je ne dis pas du tout le contraire. Je dis que ce qui est très étonnant, c'est qu'on a voulu donner la priorité absolue sur tout le reste, ce qui est éthiquement questionnable quand même, au Covid, sans se donner les moyens, réellement, de répondre à la question du Covid. C'est-à-dire aux formes graves du Covid. Moi, je ne sais pas... Il y a eu plein de questions qui pouvaient se poser. Enfin, mes patients ne sont pas tous pour le vaccin. Moi, j'entends. Ce qui est intéressant dans ma position, c'est que je ne suis pas là pour juger et que j'entends des avis sur tout le continuum, de l'anti-vax absolu à celui qui s'est pressé de se faire vacciner, même s'il n'est pas encore dans les âges prioritaires. Et bien pourtant, mes patients me disent, mais pourquoi on n'a pas augmenté les lits de réa, pourquoi on a déprogrammé, pourquoi on n'a pas laissé les généralistes traiter les patients dont ils connaissaient bien les antécédents. Il y a des questionnements, il y a des vides, il y a un champ quand même qu'on n'a pas pensé, je trouve. Alors il y a quelqu'un qu'on entend beaucoup dans les médias, qui est Didier Raoult, qui à un moment parlait de bouffée délirante pour qualifier le comportement collectif qu'on avait actuellement. Est-ce que c'est adapté ou pas? Est-ce que vous utiliseriez ces mots? Alors lui, il parle de bouffée délirante. Il y a Jean-Loup Bonamy, avec qui j'avais débattu sur RTL, qui parlait d'une psychose, de quelque chose effectivement de délirant.
Moi, j'ai parlé d'hystérie, j'ai parlé du cavalier de l'apocalypse qui est la peur, en fait, de cette peur qui a été plus dangereuse que le Covid. La peur a fait plus de dégâts, finalement. Moi, ce que ça m'évoque, dans mes associations, chacun a ses associations personnelles dans son imaginaire, c'est un peu le discours, mais à l'échelle collective, du mélancolique. Oui. La finitude, mon corps est ruiné, il n'a pas de recours, etc. On dirait qu'on est dans un petit refrain mélancolique, comme si c'était déchirer notre illusion un peu adolescente de toute puissance et d'immortalité en 2020, et que du coup on avait sombré dans une sorte de ruine intérieure et de désespoir total. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais du coup, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est la chose Il y a une perte de recul, quoi. Il y a une perte de recul, mais ce qui m'inquiète, justement, à propos de la perte de recul, c'est ça. On sait, on est tous d'accord que le vaccin ne sortira pas de là. Ce que je veux dire, c'est que le vaccin va peut-être régler un problème. Il va peut-être faire disparaître le Covid. Peut-être. Et c'est pas sûr. Mais il y aura toujours des gens qui passeront au travers des maladies. Mais c'est très court-termiste comme point de vue. C'est très court-termiste. Et de sorte il y en aura d'autres, des maladies. Et puis, qu'est-ce qui, d'une part, et d'autre part, imaginons un instant, je sais que c'est une hypothèse qu'on ne peut pas envisager, mais imaginons que le vaccin ne soit pas aussi efficace qu'on nous le prétend, et qu'au fond, il ait une certaine efficacité. Non, mais là, votre argument, il ne sera pas entendu parce qu'on vous dira qu'il y a plusieurs vaccins. Si vous voulez, mais le fait est que c'est quand même une hypothèse à envisager en santé publique, qu'au fond, un traitement en médecine puisse ne pas marcher, et un vaccin en santé publique puisse ne pas fonctionner totalement. Ma question, c'est qu'est-ce qui va se passer, du coup, est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une situation de dépression profonde, alors? Parce qu'on met tout notre espoir sur le vaccin. Alors, vous savez, quand quelque chose arrive en psychologie, un individu d'apparemment négatif, on se demande dans quelle mesure ça peut aussi être bénéfique et nécessaire. Mais peut-être qu'on a besoin de se faire une bonne déprime sur la santé et de comprendre qu'on n'a pas forcément des solutions à tout, qu'on ne contrôle pas tout, et que c'est quand on veut tout contrôler qu'on perd la maîtrise de sa raison. Et d'ailleurs, ça me conduit à la question suivante. Comment on redescend, en fait? C'est-à-dire que quand vous avez un patient, justement, qui est dans un état de quasi-psychose, de quasi-bouffée délirante ou d'hystérie, en fait, comment on fait pour faire redescendre la société française ou même la société mondiale? Alors moi, je ne veux pas parler de la société française parce que le délire des uns n'est pas le délire des autres et que chaque individu français est différent et que je ne me permettrai absolument pas de faire un diagnostic collectif sur les 70 millions de Français. Je pense qu'il y a autant d'états psychiques que d'individus et que l'état psychique de certains membres du gouvernement n'est pas l'état psychique de certains médecins, qui n'est pas l'état psychique de tous les concitoyens. Et comment on redescend? Par l'introspection, d'abord. On remet en question ses croyances, on remet en question ses prérequis. Au lieu de persévérer dans l'erreur, c'est-à-dire quand on voit qu'il y a de plus en plus de dégâts avec de moins en moins de bénéfices, on se demande si on a bien... Je ne sais pas, à l'échelle d'un couple ou d'une famille, on se dit, avant d'amener toute ma famille à la ruine et à la faillite, est-ce que j'ai pris les bonnes priorités? Donc l'introspection est une clé. Et puis notre anthropologie. Quelle est la définition de la vie aujourd'hui? Quelle vie a une valeur? Quelle vie vaut la peine d'être vécue? Et peut-être, in fine, quelle est la place du politique dans un problème de santé publique? C'est-à-dire que la santé de l'individu, elle est à long terme. La place de l'homme politique, elle est à court-moyen terme. Peut-on penser un intérêt commun dans deux temporalités aussi différentes que celle de la réélection ou du nombre du mort du Covid pour ne pas avoir de procès et celle de la santé mentale de ceux qui vont assurer la continuité de l'économie et de l'éducation dans ce pays? Peut-être pas. Peut-être que c'est une question que je pose, peut-être que c'est un des apprentissages de cette crise. C'est est-ce qu'en cas d'épidémie et de pandémie, le politique est finalement dans les bonnes conditions pour apporter les bonnes réponses? Je ne sais pas. Et puis, évidemment, se pose la question du système de santé et se décline à travers ça la question des ARS, la question de l'hôpital. Alors, c'est amusant ce que vous dites pour terminer, parce que vous dites la question de l'administration de la santé dans le pays. C'est amusant ce que vous dites. Parce que vous posez une question que moi j'aurais posée à l'envers. Pour terminer, vous dites, est-ce que le rôle du politique, vous interrogez le rôle du politique. Là où, à mon sens, et là on dérive un tout petit peu, mais à mon sens, le vrai problème de cette crise, c'est que ce n'est pas les politiques qui l'ont géré, c'est les médecins qui l'ont géré.
Et quand vous faites gérer une crise de santé publique par un médecin, c'est exactement ce que vous disiez. Au fond, le médecin, on peut pas reprocher à un réanimateur de Ah s'inquiéter non, il a son prisme. du nombre de réanimations. C'est même sain, quelque part. C'est sain. Quelque part, d'une certaine façon, c'est sain que le réanimateur Oui, cherche. puis, vous savez, il y a aussi une ambivalence dans tout ça, enfin, psychologiquement parlant. Je pense qu'il y a eu aussi une sorte de retour de bâton, c'est-à-dire que les médecins n'ont tellement pas été entendus parce Ah, mais que complètement. l'administratif a pris tout le Ah, mais pouvoir à complètement. l'hôpital, que Ah, ces mais pauvres complètement. médecins, ils en ont tellement bavé. Enfin, moi, mon chef de service en ophtalmologie avait supplié l'administration pendant 4 ans et demi d'obtenir une vacation à 20% pour un psychologue pour des gens qui devenaient aveugles. Vous imaginez ? Le type était un des plus grands ophtalmologues d'Europe et du monde. Il donnait des conférences partout dans le monde. Il opérait des rétines à distance. Et il était soumis à des décisions administratives pendant 4 ans et demi. Il a dû justifier du fait que oui, il savait soigner, mais il ne savait pas dire à un patient. Avec beaucoup d'humilité, il l'admettait. Je ne sais pas dire à un patient qui va devenir aveugle, j'ai besoin d'une psychologue. Ça lui a pris 4 ans et demi. Donc je pense aussi qu'aujourd'hui, on paye un retour de bâton Ah, mais complètement, bien sûr. de cette inversion des rôles à Complètement, vous avez raison. l'hôpital. Cependant, Ce que Michael Perromar décrit très bien dans son livre, L'hôpital, ce qu'on ne vous dit pas. mais cependant, il y a quand même un élément majeur, c'est qu'on a cru que nous étions face à un problème médical. On a cru que cette crise du Covid était un problème médical qui devait se résoudre par les médecins. Or, c'est là où il y a un travers, c'est que le rôle du médecin n'est pas de penser la crise, il est de soigner le patient. Absolument. Il n'est pas de faire émerger des systèmes. Ça, normalement, c'est le rôle du politique. Et si vous préférez, pour terminer, effectivement... C'est pour ça que je trouve qu'il est déplacé et qu'il sort de son rôle quand il demande un confinement, alors qu'à la limite, il devrait être en grève devant le ministère de la Santé et exiger des lits. Mais on a vu dans cette crise des choses absolument incroyables. On a vu des C'est dommage parce qu'ils avaient une occasion en or. Si Oui, là, vous avez maintenant, raison, ils faisaient grève mais et ils regardez, demandaient des lits, ils les avaient, les lits. Aujourd'hui, on a vu des néphrologues venir effectivement donner leur avis sur le confinement, sur le Covid, sur tout. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Oui, mais je pense que les gens qui se permettent encore de dire qu'il y a des arguments en faveur du confinement, quand on sait à quel point un confinement, ça tue, et ça fait des dégâts qui sont parfois irrécupérables, c'est des gens qui clairement ne sont pas concernés. Ah, complètement. Confinez-les 10 jours dans une pièce. Pascal disait, le drame de l'homme, c'est qu'il ne sait pas être seul dans sa chambre. Mettez-les seuls dans leur chambre pendant 10 jours, sans interaction, sans travail, sans sport, ils ne seront pas pour le confinement. Hein. Et en fait, c'est toujours le même problème, c'est que être confiné à 2 dans 250 mètres carrés... À moins d'avoir une phobie sociale, mais il ne faut pas prescrire le symptôme au malade. Oui, mais être confiné à 2 dans 250 mètres carrés à la campagne ou à 5 dans 70 mètres carrés, c'est pas le même confinement mais c'est là qu'on a eu un vrai problème de paradigme. C'est-à-dire qu'au pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, on a cassé la fraternité. Ah, complètement. Et on a creusé les inégalités. Ah, parce que déscolariser des enfants, c'est vraiment creuser des inégalités. C'est complètement ça. Mais c'est vrai que vous avez... C'est amusant parce que vous interrogez le rôle du politique là où j'interroge le rôle du médecin. Peut-être parce que je n'osais pas le faire, parce que je ne voudrais pas passer pour la psychologue anti-médecin. Non, mais parce que moi, je travaille main dans la main tout le temps avec des médecins, avec des endocrinos. Voilà, tout le temps. Quand j'accompagne un trouble alimentaire, j'ai une endocrino au téléphone. Enfin, Et c'est ce que je vous disais d'ailleurs. Mais c'est dommage parce qu'ils ont abîmé leur image. Ces médecins-là, ceux-là, pas tous, ont considérablement abîmé l'image de la médecine dans l'imaginaire collectif. Et ce que je crains, c'est qu'il y ait un regain de dérives sectaires, notamment, et de régression à des croyances irrationnelles. Parce que quand on a eu peur et que le rationnel n'a pas apporté de réponse, on se tourne vers l'irrationnel. Alors si l'irrationnel, c'est du spirituel, très bien. Si l'irrationnel, c'est des sectes, ça va être un problème. Eh bien, écoutez, ça me permet de vous poser une dernière question. Je n'avais pas préparé celle-là, mais vous venez d'en faire état, et j'ai besoin de votre avis sur un point. Où sont les religieux ? S'il y a bien quelque chose que le religieux est censé apporter, c'est le rassurement face à la mort. Il est censé être le religieux, celui qui opère le passage. Or, j'ai été frappé dans cette crise de constater qu'avant même que le confinement soit décrété, l'archevêque de Paris, par exemple, avait lui-même décidé la fermeture des églises. Qu'on a aux États-Unis l'extrême onction, par exemple, je pense que pour la religion catholique, a été interdite par certains évêques aux malades. Il s'est passé quoi, là ? Il s'est passé quoi ? Mais ils ont été contaminés par la peur. Ils ont été contaminés par la peur. Et puis, une partie de notre société pense que la religion est une névrose.
On a beaucoup perdu de la transcendance spirituelle. Hein. C'est pour ça que maintenant les gens cherchent, comme on ne peut pas se passer de la transcendance, ils vont chercher la transcendance dans la nouvelle religion du bien-être, du yoga, de manger des graines, etc. Mais ils se sont tus peut-être parce qu'ils avaient peur. Pas tant peur de la maladie que peur d'une forme de représailles ou de censure. Ils se sont tus parce que la religion est un peu vue par certains comme quelque chose effectivement de névrotique ou de rance. Et puis peut-être qu'ils se sont tus parce que même s'ils sont religieux, ceux-là avaient perdu la foi, je ne sais pas. Avant de clore cet entretien, j'aimerais juste poser 2 petites questions des réseaux sociaux, parce qu'on le fait régulièrement. Après, je voudrais ajouter une chose. Bien sûr. Pour les rabbins et les imams, je ne sais pas. En tout cas, pour les prêtres, il y a un message très clair dans l'Évangile qui n'a pas rendu leur position facile, c'est que le Christ dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir ». C'est-à-dire que vous ne verrez jamais un chrétien au IIIe siècle, après Jésus-Christ, mettre le souk dans l'Empire romain. Donc, les religieux catholiques se soumettent toujours au pouvoir politique en place. Ils le respectent. C'est leur posture. Parce que dans l'Évangile est écrit ceci. Donc, ce n'est pas des rebelles de nature. Non, mais je ne pensais pas à ça. C'est pas tout à fait... Alors, oui, il y a les Vendéens. On a dans l'histoire, effectivement, les Vendéens qui ont célébré de façon clandestine les offices dans la forêt. On a partout dans le monde encore aujourd'hui des chrétiens qui finalement bravent d'une autre façon le pouvoir politique. Mais ici, on n'en était même pas là. Je veux dire, juste pour terminer là-dessus, mais soyons raisonnables. Je veux dire, en tout cas dans l'Occident et en France... Ils ont demandé la veillée pascale, ils ne l'ont pas obtenue. Alors, ils l'ont demandé, c'est paradoxalement, ils ne l'ont pas tant demandé que ça. C'est ça qui est très étonnant. Oui, ils n'ont pas fait beaucoup de bruit. Oui. C'est très étonnant. Mais effectivement, c'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que ça interroge le rapport du spirituel et du temporel, en fait. Oui, absolument. Ouais. C'est le moment des questions des réseaux sociaux. On va prendre quelques interrogations qu'on a eues sur Twitter. Alors, une question assez simple. On a un de nos followers qui nous demande pourquoi est-ce que les Français, après 1 an de restrictions et de liberté bafouées, finalement, alors qu'ils sont si prompts à manifester habituellement, en fait, ils ne se révoltent pas actuellement. C'est une question que tout le monde se pose. Alors, une des raisons psychologiques à ça, c'est qu'il y a plusieurs stades quand on est dans un mal-être par rapport à une décision. Il y a la sidération, ensuite on prend conscience, on est en colère. Et puis quand la colère se prolonge avec un sentiment d'impuissance, on est dans l'effondrement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dépassé le niveau de la colère. Aujourd'hui, ils sont effondrés. Ils n'ont plus d'énergie. Moi, j'en vois beaucoup. Des gens qui me disent « je suis un zombie ». Je ne sais plus quel jour on est, parce que de toute façon, je suis en télétravail, donc qu'on soit mardi ou vendredi, c'est pareil. Donc ces gens sont effondrés. Voilà, ils n'ont plus le ressort. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on a attaqué la pulsion de vie. Il n'y a plus de ressort. Quand j'ai un patient qui est en colère, je me dis « il va bien, il est vivant. Il va mal, mais il va bien ». Quand j'ai un patient qui est effondré, qui n'a plus de ressort, je sais qu'il a basculé dans le désespoir. Donc il y a des Français aussi qui sont dans ça, qui sont vraiment dans le désespoir. Et j'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent « je viens d'avoir un enfant, mais qu'est-ce que je lui donne? Qu'est-ce que je lui montre ?» Comme courage, comme valeur, comme monde. Il n'a vu que des visages masqués depuis qu'il est né. Et puis je pense qu'il y a des gens qui peut-être ont renoncé, mais bien avant le Covid, et qui se disent après tout, on a de la chance, on a les aides sociales, on peut remplir le frigo, donc on ne peut pas se rebeller pour notre liberté. Voilà. Je pense qu'il y a aussi des gens qui, entre la sécurité, le confort et la liberté, vont préférer la sécurité et le confort parce que la liberté, elle est lourde à porter, elle est fatigante, la liberté. Et puis je pense qu'il y a des gens qui ont été très sincèrement contaminés par la peur, qui ont peur. Moi, j'entends des gens qui me disent « j'ai peur, c'est très grave le Covid ». Donc voilà, il y a de multiples raisons. L'étiologie est assez multiple selon les profils, mais finalement, il y a beaucoup de facteurs qui se surdéterminent pour que les gens ne se révoltent pas. Mais cette question est très intéressante parce que je suis la première à ne pas comprendre que les étudiants ne soient pas dans les facs en train de manifester pour la réouverture des facs. Donc, alors, l'une des raisons... Parce qu'eux, ils ne perdront pas les aides sociales, Non, c'est pas les mais restaurateurs. l'une des raisons, elle est exactement ce que vous avez évoqué. Ils sont effondrés. En fait, alors, chez les jeunes, il y a une autre raison psychologique. C'est une génération d'hyper adaptés. C'est-à-dire qu'on est dans un... Vous savez, on est dans un système aussi bien éducatif que social et politique qui fonctionne plus sur des programmes que sur des valeurs. Dès la maternelle, il y a des programmes. C'est assez effrayant d'ailleurs, quand on voit la vitalité d'un petit enfant, de se dire qu'on le met dans un programme. Et en fait, ils sont tellement en adaptation, tellement en cerveau gauche, que toute la créativité de leur cerveau droit
Ils ont l'impression que c'est un peu moins bien. L'imaginaire, les envies, etc. Faut pas faire nos enfants gâtés. Donc, ils sont dans une espèce d'hyper-adaptation. Ils vont essayer de bosser comme ils peuvent à bout de souffle pour avoir leur partiel en Zoom. Alors que parfois, ils reçoivent des ordres contradictoires. Moi, je vois un patient qui finalement se retrouve avec les partiels qui sont annulés, puis qui sont reprogrammés, puis finalement c'est le samedi, puis c'est en Zoom à la maison le samedi quand il y a les petits frères qui font du bruit à côté. Enfin, on les rend chèvres. Mais en fait, ils sont tellement en train de s'adapter qu'ils sont épuisés. Le message qui leur est passé, c'est arrêtez de vous plaindre. Et au bout d'un moment, ils se disent, ouais, peut-être. C'est là qu'il y a il y a une vraie fracture, je pense, dans les systèmes de valeurs. Il y a les gens qui pensent que la vie est plus importante que la mort. Et puis, il y a les gens qui ont décidé d'aligner toute vie sur un chiffre de mort. Oui. Et je pense que ça ne ressuscite pas les morts, mais que ça tue les vivants. Ça tue les vivants. Ultime question, pour terminer cet entretien. On a Jeanne sur les réseaux sociaux qui nous demande, alors que son fils est confiné depuis mars 2020, il est apparemment complètement anéanti et déprimé, il ne dort plus la nuit, il fait des crises d'angoisse et il a des TOC. Que faire ? Déjà, il faut qu'il sorte. Faut absolument qu'il sorte progressivement parce que ça peut lui faire très peur de sortir d'un coup. Et puis, il faut qu'il soit accompagné, qu'il consulte et qu'il soit déculpabilisé. C'est-à-dire que c'est parfaitement normal qu'il ne dorme pas. Quand on n'a plus les hormones biologiques qui sont régulées par la lumière naturelle, mais uniquement par les lumières artificielles, notamment des écrans. C'est normal d'avoir des troubles du sommeil, d'avoir des troubles anxieux, Ce sont des réactions physiologiques normales. L'enfermement est un stress, sinon les prisons ne seraient pas une punition. Donc, enfermer des gens, ça va à l'encontre de leurs besoins pour leur santé et leur équilibre hormonal. Donc tous leurs neuromédiateurs, la sérotonine, la dopamine, tout ce qui permet de réfléchir et d'aller bien, est perturbé. Donc c'est normal qu'il aille extrêmement mal. Il faut le faire ressortir petit à petit, il faut le déculpabiliser, il faut le faire consulter, il faut éviter de le shooter aux médicaments et surtout il faut qu'il reprenne une activité physique pour que son corps refabrique de lui-même naturellement toutes ces hormones qui gèrent notre santé silencieusement sans qu'on s'en rende compte. On s'en rend compte quand ça ne fonctionne plus. Bien, merci beaucoup, Marie-Estelle Dupont. Merci à vous. Merci beaucoup, c'était passionnant. Alors peut-être un dernier mot sur... J'ai sous les yeux et entre les mains un de vos ouvrages prophétiques qui s'appelle effectivement « Se libérer de son moi toxique », mais qui a cette invitation qui résonne comme une injonction presque aujourd'hui, arrêter d'avoir peur et aller de l'avant. Je ne sais pas si on peut souhaiter meilleur programme, on parlait du programme, que celui-ci. Merci. En tout cas, si dans les moments d'isolement social, vous pouvez en profiter pour faire un travail introspectif, au moins ce ne sera pas perdu, mais vivement la réouverture.